Before the season even kicks off, soccer fans are already making predictions. Who wins the league? Who qualifies for Europe? And who's lifting the trophy at season's end? On Kalshi, America's #1 prediction market platform, you're trading against peers in a live market, meaning there's no house. And as the probability changes, you can buy in and out of your position. For a limited time, download the Kalshi app and use code CUP26 to get $10 when you trade 10. KALSHI, Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see kalshi.com/regulatory. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi, ça fait bizarre de refaire des lives les lundis soirs, mais c'est le cas. Voilà, c'est reparti. On avait fait une petite émission spéciale début août, il y a une quinzaine de jours à peu près, mais là on va reprendre véritablement le rythme des lucarnes américaines du lundi. Vous avez vu que j'ai un tout petit peu décalé, avant c'était 22h. C'est peut-être un petit peu plus comment on dirait, confortable, on va dire comme ça. J'avais un mot anglais qui arrivait en tête, convenient. Confortable pour moi de les faire à 22h30, c'est un peu plus simple. Voilà, on va faire ça comme ça. On va essayer de les placer le lundi à 22h30 et on va reprendre le rythme tranquillement des lucarnes américaines. Je vais saluer ceux qui sont dans le chat sur Twitch pour ce live. Matt qui se prend un 3e série de visionnage alors que bon... Voilà, il est là tout le temps, c'est pas grave, on va y arriver. Mais on va y aller dans l'ordre, on va saluer Nacio qui a été le premier ce soir dans le chat. Salut à toi, salut à Ibra qui bombe le torse parce qu'il a fait tomber le leader du championnat d'Argentine. Au terme d'un match totalement maîtrisé, absolument incroyable. Bref, salut à Vince aussi qui est dans le coin. Qui je vois d'autres, Jérém Nouévé. Il y a des histoires de dossiers entre Ibra et Vince, je veux pas savoir. Je veux pas savoir les gars. Salut à ma foi, Matt donc qui est arrivé. Salut à Pierre qui est t'es de retour en Colombie Pierre ou pas encore? Je suis pas sûr. Oh, tu pourras pas gratter de pack ce soir. Il y a pas de pack, pas d'ouverture de pack possible pendant l'émission parce que comme l'émission est derrière mise en replay sur YouTube, j'ai pas envie qu'il y ait des ouvertures de packs qui viennent se mettre un petit peu partout. Donc le deal, c'est que les packs, on les ouvrira que pendant les soirées de match, mais tu vas voir, il va y en avoir un paquet cette semaine, mais il n'y aura pas de pack Coupe du Monde, à moins que, je sais pas, on va voir, on va en parler, on va voir. Pour demain, on en parlera tout à l'heure. Salut à Nostromo aussi, salut à Philippe qui a le choix entre Lucarne Opposée et la fin de Taxi Driver. Est-ce que tu as déjà vu Taxi Driver, Philippe? Si tu l'as déjà vu, bon, voilà. Si tu l'as pas déjà vu, allez, reviens tout à l'heure. Ça dépend combien il reste. Donc voilà, salut à M2 aussi qui est dans le coin. Qui je vois d'autres? Paul Bismuth aussi qui est là. Non, je suis... ok, t'es pas encore... Tu rentres lundi prochain en Colombie. Ok. On va pas forcément, on a déjà un petit peu, il y a eu ton article sur Lucarne Opposée. Tu l'as vu au moins 10 fois. Bah, tu peux rester avec nous alors, ça va, tu peux rester avec nous. Tranquille. Ou tu fais pause. Tu fais pause sur ta télé et puis tu le regardes à la fin de l'émission. Il y en a pour 1 heure et demie. On va faire le tour des Amériques. Vous connaissez un petit peu le deal avec cette émission-là. On va faire comme cela. Salut à Gaëlino qui vient d'arriver aussi dans le chat. On va organiser l'émission en 3 parties concrètement aujourd'hui. Une première partie où on va faire les news. Les news, ça va être simple, ça va être un petit point continental. On va parler de compétitions continentales qui sont en ce moment en cours aux Amériques de manière générale. J'allais dire aux États-Unis, mais pas du tout aux Amériques. On va aller du nord au sud parce que ça joue vraiment partout au niveau des compétitions de clubs. Il y en a où c'est des tours de qualification pour la Champions. Il y en a d'autres où c'est carrément le sprint final. On va en parler dans un instant. Et ensuite, on aura un gros dossier consacré au Mexique. On a beaucoup parlé on a parlé du Mexique il y a 15 jours, mais là on va se poser un petit peu dedans. Il y a eu des nouveaux développements, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et donc on va essayer de faire un petit point où on va tout regrouper parce que vous allez voir que c'est pas si simple ce qui se passe autour du football au Mexique en ce moment, même si, et je le dirai encore à ce moment-là dans le dossier, très honnêtement, quand vous regardez des matchs mexicains, c'est plutôt le kiff quand même. Si vous en avez jamais vu, je vous invite vraiment à le faire. C'est un super championnat. Moi, c'est un championnat que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup regarder, donc forcément.
Pendant ce temps-là, ça joue entre Independiente et Lanús, nous dit M2, avec un but d'Independiente qui a viré son coach, qui a donc le nouveau coach Jadson Vieira. Dossier sur El Pato Guzman, non. Non, non, elle patonne. Non, non, on va pas. Les horaires sont horaires pour nous. J'ai rien compris, Noévé, à ce que tu as mis dans le chat, mais c'est pas grave. Est-ce que ils sont horribles pour nous? Ah, les horaires mexicains. Bah oui et non, parce que tu as quelques matchs qui sont quand même assez tôt dans le sens minuit, 1 heure. Tu as un match le dimanche 19h. Donc pas forcément ultra horrible. Vraiment, c'est pas. Il y en a, oui, il y en a, c'est 4 heures du mat et tout, mais en même temps, à 4 heures du mat, on est souvent encore en live, hein, donc, donc voilà. Il y a du 20 heures aussi, ouais, c'est ça. J'ai pas toutes les horaires en tête parce que vous savez que quand on est un petit peu partout sur Hello, moi, ça finit par se mélanger dans tous les sens, surtout à mon grand âge. Je vais laisser Red le Rouge te donner les horaires habituels, mais non, non, il y a des matchs à des horaires abordables, hein, vraiment pour le coup. Bref, il faut penser à mettre les mots dans le même ordre. Ouais. On a vu l'erreur de main de Guzman. Oui, bah ça arrive, ça arrive. Bon, bref, je le disais, premier point les news, deuxième point le Mexique et le traditionnel Golazo Hello qui revient forcément. Euh, puisque bah, puisque c'est le retour de lucarne américaine. Et effectivement, pour conclure sur cette petite parenthèse Mexique, il y a des matchs pendant les matchs de MLS. Donc non, non, c'est pas forcément des horaires horriblissimes. C'est pas que des matchs avec des coups d'envoi à 5 heures du matin. Et en même temps, tu sors d'une Coupe du Monde où maintenant tu sais placer ton rythme tranquillement. Voilà. Eh bien, écoute, je vais te le spoiler direct, Vince. Le golasso sera pas celui de Rigoni. Vraiment. Je l'ai vu, mais bon, tu vas voir. Mais il n'y est pas. Voilà, concrètement, il n'y est pas. C'est un peu plus compliqué les matchs à 19h au Mexique avec le temps, ils sont rarement de qualité. Ouais, c'est souvent les Pumas surtout à 19h de mémoire. Mais bon, bref, on y va. On va commencer, on va s'installer. Vous êtes confortablement installés, j'espère. On va se poser, je le disais, 1 heure et demie à peu près. Parfois ça déborde un peu, mais j'essaye de contenir mon temps pour que ça soit audible ensuite en replay, notamment sur YouTube. On va saluer Aïchem, qui bonsoir à ceux qui croient en la remontada de Botafogo. On va en parler dans un instant. Salut à Isezig aussi. Mais un but de River, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas marqué. J'aurais pu M2. Je vais pas spoiler ce que j'ai mis, mais non, il n'y a pas de but de River. Voilà, on va dire les choses très clairement. Et il n'y a pas de but venant d'Argentine. Voilà, pour tout dire concrètement. Bref, on y va. On commence. On va se lancer. On va donc ouvrir par les news de la semaine. Et ouais, retour de lucarne américaine, bien organisé, ça veut dire retour du jingle pourri, mais c'est un jingle, il vaut ce qu'il vaut. Bref, c'est pour moi, ça permet de faire le découpage aussi derrière. On va y aller, on va commencer avec le point continental, comme je le disais, on va s'intéresser aux compétitions continentales, on va aller vraiment, pour le coup, on va aller vraiment du nord au sud, et on va descendre tout simplement petit à petit parce qu'il y a pas mal de choses à voir concrètement. Je suis en train de régler un petit truc parce que j'avais oublié de régler quelque chose, pour que ça soit bien quand je vais changer la chaîne. Voilà, la scène, pardon, pas la chaîne. Donc tout ça pour dire, on va faire un petit point sur les compétitions continentales. On en avait parlé un petit peu, lors de l'émission du 1er août, lors de l'émission spéciale, la petite pastille lucarne américaine qui était revenue le 1er août, sur tous les matchs que vous pouvez voir, que vous avez pu suivre pendant, cette première quinzaine, du mois d'août. Et on va donc aller du nord au sud. On va commencer. Salut Aden Mutant qui me met un message qui déstabilise. Je suis en jaune et noir, ouais, je suis un petit peu Peñarol, mais c'est pas le maillot de Peñarol, pas du tout. Vous avez vu, c'est un t-shirt normal. On va commencer tout au nord. Avec donc la CONCACAF Champions Cup, qui est surtout à la phase de tournoi qualificatif pour la prochaine édition. Avant tout, avant de vous lancer un petit peu là-dedans, je vais faire un petit rappel des modalités de qualification des clubs à la Ligue des Champions de la CONCACAF. Parce que c'est vrai que je parle un petit peu de cette compétition, je parle de ce qui se passe en amont, mais c'est pas forcément très clair pour tout le monde comment on se qualifie. La CONCACAF Champions Cup, c'est son nom actuel, c'est la Ligue des Champions de la CONCACAF, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, c'est l'équivalent de la Libertadores, etc., de la CL, de la Ligue des Champions de la CAF, etc., etc. C'est la compétition majeure de clubs, c'est la seule vraiment à l'échelle de la CONCACAF. Pour s'y qualifier, il y a plusieurs moyens pour cela, et c'est ça que je vais vous montrer pour commencer. Vous le voyez dans ce tableau-là.
Elle est organisée de la sorte, il y a d'abord un premier tour qui permet de rejoindre des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et ensuite on est parti sur une compétition classique en aller-retour, sauf la finale qui est en match 5, en match sec, pardon, huitième de finale, quart de finale, demi et finale. Il y a donc un premier tour et pour se rendre et pour prendre part à cette compétition, il y a 5 équipes qui sont assurées elles, d'entrer directement en huitième de finale. Ces 5 équipes, c'est le vainqueur de la Liga MX. Vous voyez sur la partie gauche, si vous avez la vidéo, parce que je sais que l'émission est aussi écoutée en podcast, vous avez le nombre d'équipes qualifiées par les différentes voies, concrètement. Mais je vais vous le détailler un petit peu dans un instant. Il y a 5 équipes qui entrent directement en huitième de finale. Vous avez le vainqueur de la Liga MX, le vainqueur de la MLS et les 3 vainqueurs des compétitions qualificatives pour cette Conca Champions. Quelles sont ces compétitions qualificatives? Je les ai mises à part. Ce sont les compétitions qui ont lieu en ce moment. C'est la Leagues Cup, c'est la Coupe Centro-Americana et c'est la Coupe des Caraïbes, la Caribbean Cup, la Centro-Americana et donc la Leagues Cup. Je vais vous détailler ça dans un instant. Il y en a donc ces équipes-là, ces 5 équipes-là, vainqueurs de la MLS, vainqueurs de la Liga MX et les 3 vainqueurs de ces compétitions qui sont des compétitions continentales, puisque par exemple la Leagues Cup, ça oppose la MLS à la Liga MX, la Centro-Americana, ce sont les équipes d'Amérique centrale, donc Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, etc. etc. La Caribbean Cup, c'est toute la zone Caraïbes, Jamaïque, République dominicaine, Haïti, Trinidad et Tobago, etc. etc. Suriname, etc., etc. Oui, je vais m'arrêter au etc. parce que quand on se lance, on en oublie toujours un petit peu. Voilà. Donc ce sont des coupes continentales et elles se jouent en ce moment. Toutes les autres équipes qui peuvent prendre part à la Ligue des champions de la CONCACAF doivent passer par le premier tour. Alors, en gros, pour vous expliquer qui passe par le premier tour, vous avez le vainqueur de ce qui s'appelle le Canadian Championship, qui est en bas sur l'image. Le Canadian Championship, je vais le faire très court, c'est une sorte de Coupe du Canada. Il y a dedans les équipes canadiennes de la MLS, que sont Montréal, Toronto et Vancouver. Jusqu'à quand Vancouver, on n'en sait rien, mais pour l'instant, ils sont là. Les équipes de la CAN Première Ligue, qui est la compétition majeure pour les clubs canadiens, hors MLS, des équipes des champions des provinces. C'est une sorte donc de grande coupe du Canada. Et donc, le vainqueur de cette compétition va au premier tour de la Conca Champions. On parle de coupe. Le vainqueur de l'US Open Cup, le logo juste au-dessus sur l'image, va aussi dans cette compétition entre le premier tour. Vous avez aussi 2 équipes qui sont issues de cette fameuse CAN Première Ligue, le vainqueur de la phase régulière et le champion qui se qualifie pour le tour préliminaire, le premier tour. Et vous avez aussi, via ces compétitions continentales dont j'ai parlé, la Leagues Cup, la Centro-Americana et la Coupe des Caraïbes, surtout les 2 premières, vous avez, non, même les 3 d'ailleurs, vous avez des qualifiés pour le premier tour. Les 2e et 3e de la Leagues Cup, donc le finaliste et parmi les 2 demi-finalistes, il y a un match pour la 3e place qui qualifie le vainqueur à la Conca Champions. Vous avez 2 équipes de la Coupe des Caraïbes, le finaliste et le 3e, c'est le même principe, le 2e et le 3e. Vous avez 5 équipes de la Coupe Centro-Americana, parce qu'ils sont un petit peu plus nombreux à y participer, le finaliste, les demi-finalistes et les 2 vainqueurs d'un mini-tournoi qui est organisé entre les éliminés des quarts de finale. Je ne vais pas trop dans le détail parce qu'on peut s'y perdre un petit peu. Et ensuite, vous avez 5 équipes de Liga MX, les 5 restantes de Liga MX qui sont qualifiées via les 2 tournois de l'année et des équipes de MLS restantes, dont le vainqueur du Supporters Shield. Et voilà, en gros, voilà tout ce qui permet de se qualifier à la Ligue des champions de la CONCACAF. J'espère que je vous ai pas perdu, que c'est pas trop perdu. L'US Open Cup, c'est absolument pas pour Sinner et Alcaraz. C'est bien que tu mettes ce message dans le chat, Pierre, parce que ça me permet de continuer mon harcèlement et d'emmerder tout le monde avec cette phrase. Je rappelle que l'US Open Cup, Coupe des États-Unis, est plus vieille que la Coupe de France. La compétition date de 1914, première édition en 1914. Et à l'époque, elle opposait des équipes dont certaines étaient professionnelles, parce que le football était déjà professionnel aux États-Unis, contrairement à ce que certains veulent essayer de réécrire. Bref, tout ça pour dire, voilà les processus pour se qualifier, et voilà ce qui se passe en ce moment dans ce mois d'août. C'est des compétitions continentales pour aller soit au premier tour, soit directement en huitième de finale. Ça donne l'impression que la répartition des places accordées a une très large part au tandem MLS Liga MX. Oui, très clairement. Et si tu regardes bien, tu vois, si tu plisses un petit peu les yeux sur l'image ou si tu écoutes un petit peu en dehors, derrière, de
le message caché, mais je vais en parler dans un instant, tu vois qu'il y a un grand absent, un pays qui est un très grand absent dans les qualifiés d'office, qui a été dépassé par la CAN Premier League, qui est une compétition plutôt récente, d'ailleurs, pour dire les choses. C'est le Costa Rica. Il n'y a pas de place directement allouée aux équipes costaricaines. Pourquoi? Parce qu'elles, elles sont obligées de passer par la Coupe centro-américaine. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus le Costa Rica, et je vais en parler dans un instant, qui est toujours la troisième puissance en termes de club dans la zone. Non, c'est Avalanche qui a professionnalisé le foot aux USA. C'est Pelé. Pelé a amené le foot. Il n'y avait pas de foot avant. Bref, je le disais, on est donc en ce moment en train de vivre trois compétitions qualificatives directement pour la Champions Cup. Et la première d'entre elles, c'est la Leagues Cup qui oppose les équipes de MLS aux équipes de Liga MX. Voilà à peu près le tirage, enfin c'est pas un tirage d'ailleurs, voilà le tableau final, puisqu'on a fini la première phase, on va pas appeler ça la phase de groupe. Je rappelle très brièvement que le format a changé depuis l'année dernière. Avant, il y avait des groupes. On s'était retrouvé avec une Leagues Cup où il y avait essentiellement des équipes américaines au final. Ils ont changé la formule l'année dernière. Il y a des matchs entre les équipes de MLS et les équipes de Liga MX. Pour la première fois cette année, il y a eu des matchs qui se sont déroulés au Mexique, notamment à l'Azteca, par exemple. Donc il y a eu des matchs qui se sont joués au Mexique. Des équipes mexicaines ont reçu. Et concrètement, comment font-ils? À l'issue de 3 matchs joués par chaque équipe, on les classe, les équipes de MLS d'un côté, les équipes de Liga MX de l'autre. On se retrouve donc voilà, avec ces classements spécifiques. Et concrètement, les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Et les quarts de finale, c'est pas un tirage au sort, c'est le meilleur, le mieux classé des équipes de MLS qui affronte le quatrième du classement des équipes de Liga MX. Ce qui nous donne ces affiches-là. D'ailleurs, le meilleur de MLS, c'est Chicago, qui va affronter les Rayados de Monterrey. Vous avez aussi un choc entre l'América et Columbus. Le Deportivo Toluca va jouer contre Austin. Et enfin, le Real Salt Lake affrontera León. León qui est tout simplement la dernière équipe mexicaine à avoir remporté la Leagues Cup, mais c'était à l'époque d'une ancienne formule. Toutes les équipes de MLS participent, Natio. Toutes les équipes de Liga MX participent aussi, à moins que je me trompe. Tu me mets un doute, parce qu'ils n'ont pas changé le format l'année dernière, ils n'en ont pas enlevé une ou deux. Ils ont dû en enlever quelques-unes pour avoir autant d'équipes, je crois. Je crois qu'ils en ont enlevé, c'est possible. Tu me mets un doute et j'ai pas revérifié. À vérifier, je te laisse vérifier. Salut à Aldécool aussi dans le chat. Tu es en train de me planter la graine du doute, et c'est vrai qu'ils ont peut-être changé ça. À l'US Open Cup, c'est sûr que non. Toutes les équipes de MLS n'y participent pas. Ça a été l'objet d'un gros débat. Donc voilà. Les équipes les plus titrées du US Open Cup sont le Maccabi Los Angeles et le Bethlehem Steel en FC. Ça permet de faire découvrir des équipes du passé. À Bethlehem Steel, ça remonte aux années 20-30, là, hein, on est d'accord, hein. Même peut-être ouais, au tout début, ça. Bref, tout ça pour dire. On a eu des matchs de première phase, on a ces tableaux-là. Voilà, ça va se jouer comme cela. Les rendez-vous pour ces matchs-là, c'est dans la nuit du 25 au 26 août. Ça se joue sur un match sec, hein, concrètement. C'est très difficile de tirer des conclusions par rapport à tout ce que l'on a vu. Comment dirais-je, à ce qui a pu être vu sur les terrains, pour une raison toute simple, on l'a un petit peu évoqué déjà hier. C'est compliqué de tirer des conclusions sur cette compétition-là parce que vous avez 3 matchs et c'est un petit peu, on va dire que c'est un petit peu la coupe de la ligue. Alors déjà, les équipes de MLS s'en servent pour faire tourner. C'est possible, Hichem, je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont changé. C'est pour ça, il a bien fait de mettre le message, Natio. Je crois qu'ils ont changé le format l'année dernière et c'est que les équipes qui sont allées en play-off, il me semble. Je vous laisse vérifier rapidement. Et effectivement, il n'y avait pas toutes les équipes de MLS. Il n'y avait pas toutes les équipes de MLS, c'est fort probable. Je vous laisse vérifier. Vraiment, les gars, je vous laisse vérifier. Dans la Leagues Cup 2026, il y a 18 équipes de MLS. Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, le LAFC, si. Le LAFC, ils y ont participé. Ils ont joué Querétaro. Je me trompe? J'ai un doute. Bon, bref, mais voilà, donc elles y sont pas toutes. Donc, c'est les équipes qui sont les 9 premiers de chaque conférence. Comme ça fait 18 et 18. Voilà, c'est ça. C'est les 9 premiers de chaque conférence, donc les 18 équipes qui sont allées en play-off MLS et les équipes et les 18 équipes de Liga MX. Merci pour la correction et c'est important de le préciser. C'est vrai que ça a changé ça l'année dernière. Avant, il y avait vraiment tout le monde. Et c'était un peu le bordel avec des groupes un peu chelous. Bref. Mais ce qu'il faut dire aussi, alors les équipes ont quand même été réparties dans des groupes pour s'affronter les unes par rapport aux autres. Ce qui est important de noter, c'est ouais, par rapport à l'analyse, c'est difficile de tirer des conclusions parce que très souvent, déjà les équipes font un petit peu tourner.
Elles profitent de cette compétition, et c'est d'ailleurs à ça que ça peut servir aussi, qu'on peut le voir. Et d'ailleurs, on l'a vu avec certains joueurs, ils s'en servent pour lancer des joueurs qui ont peu de temps de jeu. Et en gros, pour préparer la fin de saison, c'est-à-dire que les joueurs qui ont peu de temps de jeu, il y en a qui peuvent bah, briller et gratter des places, ou parfois pour des plus jeunes, gratter des contrats. On l'a vu hein, cette saison encore, avec quelques jeunes. On a vu le petit Délinois de l'Inter Miami qui a fait gratter sa place grâce à la Leagues Cup. Mais très souvent, ce qu'il se passe, c'est comme vous avez 3 matchs pour être dans le top 4, très souvent, si vous perdez le premier match, ou si vous gagnez pas le premier match, parce que vous pouvez faire match nul et perdre après une séance de tir au but, bah ensuite vous lâchez l'affaire parce que vous savez que vous ne pourrez pas vous qualifier en fait. Donc voilà. Est-ce que le jeune Argentin qui débute a joué? Il a joué, le petit Argentin. Il a joué. Le petit 10, il a fait quelques matchs, mais l'Inter Miami a fini 14e, je crois, de la conférence, du classement MLS, donc était très très loin. Donc c'est très difficile de tirer des conclusions. On peut quand même noter une chose d'importance. Je le disais, Léon, c'est le dernier Mexicain à l'avoir remporté, même si c'était à l'époque un format un petit peu particulier. Il y avait beaucoup moins d'équipes et c'était un tournoi estival différent. Enfin voilà, c'était plus un tournoi amical à l'époque. C'était pas encore vraiment le truc organisé. Ça doit être 2020, juste avant le Covid, je pense. C'est la dernière où ça doit être par là, 2019 ou 2020, la victoire de Léon. Ce que l'on peut noter pour les Mexicains, c'est que à part Léon, entre guillemets, qui fait pas partie des grands candidats au titre en Liga MX, on se retrouve avec 3 monstres. On se retrouve avec Toluca, l'América et les Rayados. Donc ça commence à être pris un petit peu plus au sérieux quand même si on fait tourner, on joue bien les choses. Et donc, on peut espérer voir les Mexicains bousculer la hiérarchie. Je rappelle quand même que aucun club mexicain ne s'est hissé en finale depuis la mise en place de ce système de Leagues Cup, au départ avec tout le monde et maintenant avec les 18-18. Donc voilà, c'est la 3e édition, ce n'est jamais arrivé. Je crois que le meilleur résultat, c'est les Rayados qui sont allés en demi-finale, et c'est les seuls. Donc voilà, il y a un petit peu ça. Sans être médisant, les clubs de MLS qualifiés ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Exactement, alors ça c'est un vrai point, c'est même pas être médisant, c'est un vrai point. On n'attendait pas Austin, on n'attendait pas le Real Salt Lake. Et tu vois, c'est un point que je m'étais noté. On voit que les gros bras mexicains ont quand même joué le jeu. Les gros bras de MLS, bah, ils sont pas là, tout simplement. Pas de Nashville, pas de Miami, pas de LAFC, pas de Vancouver. Houston qui est en forme en ce moment, pas là non plus. Donc non, non, les équipes de MLS bah, ont pas forcément vraiment joué le jeu de la League Cup, ce qui est assez amusant parce que quand on se rappelle lorsqu'elle a été lancée, les clubs mexicains et les aficionados mexicains disaient que c'était une compétition de gringo pour essayer de faire briller les clubs de MLS. On note que ils ont peut-être pas eu forcément envie de beaucoup la jouer cet été, mais le calendrier de MLS est assez serré quand même aussi. Donc voilà, pas de Chivas, oui bon, c'est pas un gros non plus, pas de Cruz Azul et pas de Pumas. Les Pumas sont loin, Cruz Azul est pas si loin au classement, ils doivent être 7 ou 8 je crois, ou 6 ou 7 par là. Ils sont pas si loin du top 4. Et en même temps, voilà, hein, faut être dans les 4 sur 18. Ils sont pas habitués, les Mexicains. On rappelle que le championnat hein, qualifie quasiment tout le monde pour la phase finale, pour la Liga. Non, j'exagère, mais c'est un peu comme la MLS, quoi. Concrètement. Salut à Sora Latrick qui vient d'arriver aussi dans le chat. Voilà donc pour la Leagues Cup. Rendez-vous 25 dans la nuit du 25 au 26 pour les 2 premières demi-finales. La nuit suivante pour les 2 autres. Cette compétition, si vous avez un abonnement inclus dans votre offre MyCanal, par exemple, pour Apple TV, elle est comprise dedans. Vous pouvez regarder ça tranquillement avec Apple TV. D'ailleurs, je vous le recommande presque parce que ça vous permet aussi de voir si vous avez ça dans votre abonnement. Ça vous permet tout simplement de suivre, de voir, de découvrir parfois des équipes mexicaines. Là, ça va se muscler un petit peu sur les demi-finales, donc ça devrait un petit peu jouer le jeu, j'ai envie de dire. Mais voilà, je serai vous, j'irai là-dessus. Le championnat mexicain est assez hétérogène en termes de niveau, j'ai l'impression. Oui, 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 oui. Après, il y a un homogène. Non, non, hétérogène, c'est pas mal parce qu'il y a des équipes, et comme en plus, on va en parler tout à l'heure, c'est une ligue fermée, il y a des équipes qui sont vraiment en dessous. Hein. Juarez, par exemple, bon, voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, mais il y a un gros, il y a un gros, il y a un, gr- il y a de grosses différences entre les plus petits entre guillemets, tu vois, les Querétaro, Tijuana par moment, ils font un petit peu illusion.
Juarez aussi, par exemple. Puebla, c'est souvent un peu en dessous aussi. Mais dessus, tu as des très gros muscles, quoi. Donc les Rayados, l'América, Cruz Azul, les Pumas qui sont un peu dans le dur, mais les Pumas, c'est solide ces derniers temps. Donc j'en oublie, hein, Tigres, l'América, Toluca, il y a le haut du panier est très rude. Voilà. Généralement. Et très franchement, si vous avez jamais vu de football mexicain, j'ai presque envie de vous dire attendez les playoffs. Comme ça, vous verrez le meilleur entre guillemets, et le plus chaud, le plus fou. Et l'année dernière, les playoffs étaient pas mal. Les Pumas dans le dur, ils ont fait finale de la Liga MX. Oui, dans le dur en ce moment. Tu vois la virgule, après la virgule, c'est en ce moment. Red. Voilà. En ce moment, les Pumas, c'est pas ouf. Voilà. Et je l'ai déjà dit qu'ils avaient fait la finale, qu'ils avaient perdu et je ne sais même pas encore comment ils ont fait pour perdre. Donc voilà. Est-ce que tu sais si Apple est content de sa nouvelle stratégie? Aucune idée, Philippe. On n'a aucune information non plus sur les audiences d'Apple TV. On n'en sait rien. On ne sait pas si ça marche. Ça va être une des vraies questions parce qu'il y a le contrat qui se termine à l'horizon 2028 avec la fin du contrat de Lionel Messi d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, mais le hasard du calendrier, c'est 2028-2029, la fin. Il y a des infos qui sont sorties cette semaine expliquant que la Ligue américaine aimerait bien essayer de dealer des droits télé à 400 millions de dollars. On est à 290 à peu près. Oui, c'est plus que la Ligue 1 hein, quand même. Donc, il va y avoir un appel d'offres. On ne sait pas à quel point ça peut fonctionner. Il y a plein d'inconnus. Il y a la concurrence de l'USL qui arrivera à ce moment-là aussi. Et on n'a pas les audiences. On a les audiences quand les matchs passent sur les chaînes publiques, enfin les chaînes télé, voilà, on va dire. Non, les chaînes télé, pas les chaînes publiques. Les chaînes télé, on sait qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui ont suivi les matchs post-Coupe du Monde. Il y a eu un petit regain. D'ailleurs, si on doit faire la comparaison, puisque je termine cette parenthèse-là, il y a eu aussi un petit regain au niveau de l'USL, qui a vu un petit boost au niveau de ses diffusions sur CBS. Et donc voilà, on n'a pas les chiffres donc de Apple TV. On ne sait pas ce qui va en donner ce que va devenir cette offre avec Apple TV. On ne sait pas si Apple TV se repositionnera pour repartir dessus. Euh, Ça fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc voilà. C'est pour le coup, je peux pas vraiment répondre à ta question parce qu'il y a trop de données qu'on n'a pas. On a juste les données d'audience de la télé et elles sont, franchement, c'est assez comparable entre MLS et USL pour tout dire. Donc voilà. Mais la grande majorité des matchs sont sur Apple TV. Donc voilà. On verra si Apple TV. En fait, c'est pas compliqué pour ça. Généralement, quand on donne pas les chiffres, on dit dans les médias que quand on donne pas les chiffres, c'est qu'ils sont pas si bons que ça. Même si tu vois, par exemple, Apple TV, j'ai pas l'impression qu'ils aient communiqué sur l'audience qu'ils ont levée en prenant la Formule 1 aux États-Unis. Euh, En fait, on verra si ça marche, s'ils y retournent. En fait, concrètement. S'ils sont candidats sur le nouvel appel d'offres, c'est que ça doit fonctionner. Voilà. Après, pour dire les choses très clairement, le produit, sans faire, tu vois, je suis pas là pour faire la pub de Apple TV, mais le produit est bon. Voilà, concrètement, le produit est très bon. L'an passé, les demi-finales étaient 100% MLS. Ouais, mais je crois qu'il y a 2 ans, il y avait Monterrey dans les demi-finales de l'X Cup Natio. Salut à Roudou77 qui vient d'arriver aussi. La Leagues Cup, c'est la première compète qui lui a remportée par l'Inter Miami de Messi. Oui, face à Nashville en finale au tir au but, c'était assez fou. Et c'est pas cette compétition qui lui a permis de jouer la Giannis Cup, Hichem. Il a joué la Giannis Cup parce qu'il avait gagné la phase régulière de MLS et Gianni Infantino avait pris ça pour un titre de champion MLS. Donc c'est encore plus drôle. Donc voilà, c'est grâce à cela qu'il avait fait ça. El Producto, ouais, mais pour le coup, El Producto est vraiment bon sur Apple TV, vraiment, pour le coup. Même sur la série. Ouais, il donne aucune audience non plus sur les séries télé. Ouais, ouais, mais Apple TV communique pas. Mais voilà. Après, quelle part ça représente leur investissement dans le foot sur leur économie globale de la plateforme? Parce qu'après, d'un autre côté, tu sais, tu as le côté un petit peu, bah, tu as la plateforme Apple TV, tu la prends aussi pour le foot, mais tu vas regarder aussi autre chose, quoi. Donc voilà. Il n'y a vraiment pas une édition Natio où il y a les Rayados en demi-finale. Ce qui me semble que les Rayados ont joué un top 4. Mais bon, peut-être que je me trompe. Bref, on était sur la Leagues Cup.
On va avancer, on va descendre, tout simplement. Major League Soccer has average 7,9 millions live watch match viewer peak across streaming and linear platform through the first 3 months. Ah ouais! Donc ça, c'est Apple TV? Hichem? Alors je vais la dire en français. 7,9 millions de spectateurs par semaine sur, en cumulé entre plateformes et entre plateformes, bah, en gros Apple TV et plateformes classiques de télévision sur les 3 premiers mois de 2026, ce qui est une augmentation de 62%. C'est énorme! C'est énorme. Donc voilà, c'est officiel ça? Je croyais que c'était justement pour leur victoire en Leagues Cup qu'ils ont fait la coupe du monde des clubs. Non, 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 de mémoire, c'était, de mémoire, Gianni, leur avait remis, leur avait dit après le Supporters Shield. De mémoire, c'était ça. Source site de la MLS. Bah, très bien, Hichem, nickel. Merci pour la donnée. Salut à Castenqua qui vient d'arriver dans le chat. Et donc, c'était 2023, les Rayados en demi. Ok, bah, je crois que c'est le seul Mexicain à avoir été en demi-finale. On verra cette année. Il y a des coups à jouer parce que, voilà, c'est pas les meilleures équipes de MLS qui sont là. C'était après la phase régulière. On est bien d'accord, c'est ça. On va descendre. On était donc entre États-Unis et Mexique. Vous notez quand même que les Canadiens de Cannes Premier League sont exclus de la Leagues Cup. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'en dessous, la Centro Americana, elle n'exclut personne, concrètement. La Centro Americana, il y a les clubs costaricains, il y a les clubs honduriens, guatémaltèques, qui viennent du Nicaragua, Panama, etc. etc. Elle exclut personne. Voilà, concrètement. La Centro Americana, on est en gros à mi-course de la phase de groupe. Alors concrètement, concrètement, c'est ça. On a une phase de groupe et ensuite on va aller sur un tour final. La phase de groupe se poursuit cette semaine et se termine la semaine prochaine, justement à peu près aux mêmes dates que les matchs de quart de finale de Leagues Cup, entre le 25 et le 27 août, pardon. Ceux que l'on regarde toujours avec attention, ce sont forcément les Costaricains parce que c'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est les punis de la CONCACAF avec les réformes de ces dernières années, avec la politique misant sur les 3 pays hôtes de la Coupe du Monde 2026. Le Canada a beaucoup gagné avec ça, notamment grâce à la CAN Premier League, qui a pris les places concrètement du Costa Rica dans les qualifiés directs. Le Costa Rica, c'est le seul moyen d'aller dans cette compétition, c'est donc de passer par la Centro Americana. Alors ils y arrivent. Hein, ils y arrivent. Alajuelense, par exemple, en fait, il y a eu 3 éditions de la Centro Americana. Elles ont été toutes les 3 gagnées par Alajuelense. Et vous voyez qu'Alajuelense est parti tranquillement à la tête de son groupe. Les Costaricains, en fait, à part Herediano et Cartagines, si vous voyez un petit peu les tableaux, si vous ne connaissez pas les équipes, voilà, Herediano dans le groupe B et Cartagines dans le groupe D sont un petit peu plus en difficulté. Mais si vous voyez les deux autres géants, il y a 3 géants au Costa Rica, hein, Alajuelense, Saprissa et Herediano. Vous voyez que les deux, Alajuelense et Saprissa, eux, sont déjà tranquillement en train de se promener. Il y a même un club du Belize, oui, exactement. Donc voilà, donc on est à mi-course, difficile encore de tirer des conclusions. Je rappelle, et je le disais, pourquoi c'est important de regarder cette compétition-là, pourquoi c'est aussi important de voir, de laisser la visibilité sur les clubs costaricains, parce que eux, ils avaient des tickets directs autrefois, je le disais. Et d'ailleurs, si vous vous amusez à regarder, si vous allez voir tranquillement le palmarès de la Ligue des champions de la CONCACAF, elle a changé de nom au fil de l'histoire et tout, mais bon, il y a eu plusieurs auditions depuis les années 60. Si vous allez voir un petit peu le palmarès, vous verrez que la troisième nation, que l'une des nations comment dirais-je, que la deuxième nation, je vais arriver à faire ma phrase, que la deuxième nation la plus titrée derrière le Mexique qui ravage tout, c'est le Costa Rica. Ce ne sont même pas les États-Unis, c'est le Costa Rica. Le Costa Rica, c'est 6 titres de champion en Ligue des champions de la CONCACAF et 5 finales disputées, donc 11 présences en finale. Les États-Unis en ont 8. Le Mexique est très 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 loin devant. Mais donc, ces 6 titres, si je ne me trompe pas, c'est 3 pour Saprissa, 2 pour Alajuelense, 1 pour Cartagines. Et donc, c'est aussi pour cela que c'est particulier de les voir jouer et de les voir relégués à devoir jouer une compétition continentale un petit peu comme des équipes ben, de second niveau du panier pour pouvoir accéder à récupérer
quelques places dans l'absolu. Tu te dis que s'ils finissent dans les premiers, ils vont récupérer 4 places, mais il n'y en aura qu'une directe s'il y en a un qui la gagne et t'es pas à l'abri. Donc voilà, c'est aussi pour cela qu'il est important de suivre cette compétition-là. C'est aussi pour ça que c'est intéressant quand vous voulez vous intéresser un petit peu à l'histoire et à tout ce qui se passe dans cette zone de la CONCACAF, parce que le Costa Rica, c'est vraiment la nation qui subit de plein fouet les dernières réformes qui ont été mises en place depuis 3, 4 ans, 5 ans, en vue de bénéficier les 3 pays organisateurs de la dernière Coupe du Monde. Alors Mexique et États-Unis n'en avaient pas forcément besoin, mais Canada en a eu vraiment besoin pour le coup. Le Salvador en a autant? Non. De CONCACAF Champions? Non. Non, non. Non, 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 c'est vraiment Mexique et Costa Rica est à 11 et après États-Unis 8 et après ça doit être derrière les Salvador, et cetera, et cetera. De mémoire, hein, je te laisse vérifier, mais je crois que voilà. Ah, que la MLS? Ah, peut-être que la MLS. Ça doit pas se jouer à grand-chose entre Salvador et MLS. Je crois que la MLS est à 8, enfin, je suis sûr que la MLS est à 8 et Salvador doit être à 7 ou ouais, il doit pas être loin en fait, c'est possible, c'est possible. Voilà. Voilà pour cette compétition. Je vais te faire un petit point aussi sur l'autre compétition qui se joue en ce moment. J'ai pas encore de visuel à vous mettre, donc je vais repasser sur ce mode-là. C'est la Coupe des Caraïbes qui vient à peine de débuter, hein, pour le coup. La deuxième journée de la phase de groupe a lieu cette semaine, donc on va y aller doucement. Voilà, il y a des clubs haïtiens. Les Jamaïcains sont pas bien partis sur la J1, mais bon, il y a encore des matchs à jouer. Donc voilà, encore une fois, les équipes centro-américaines et des Caraïbes sont obligées de ramasser des miettes. Oui, exactement. Et merci Red de marquer ce message dans le chat parce que c'est exactement là où je voulais en venir. Pourquoi est-ce que je passe un peu de temps pour vous parler de ces compétitions-là? Je l'avais déjà dit le 1er août, mais je préfère insister et le redire. La Centro-Americana, la Coupe des Caraïbes, c'est gratuit sur le YouTube de la CONCACAF. Les matchs sont gratuits en direct. Et donc, vous pouvez aussi les voir en replay puisque c'est sur le YouTube de la CONCACAF. Tout est gratuit, tout est sur YouTube. Vous pouvez tranquillement suivre ces compétitions-là. Et donc, voilà, Vince qui épingle des messages dans le chat. C'est absolument magnifique. Merci Vince, qui découvre un Twitch. Donc voilà. Donc c'est un moyen aussi pour vous, si vous avez envie un petit peu de plonger un petit peu plus, si vous avez commencé à entrer en Amérique du Nord en regardant des matchs de MLS, peut-être porté par Messi, peut-être porté par des arrivées. Il faut absolument pas de VPN. Roudou, tu regardes tranquillement sur YouTube. Pas besoin. Moi, je suis pour te dire les choses très clairement. On est en France. On regarde les matchs tranquillement depuis la France. Donc non, 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 vraiment pour le coup, c'est la même chose pour la Ligue des champions de la CONCACAF qui est disponible gratuitement sur YouTube, sauf quand à la fin, quand Zach Nani avait quelques matchs où les matchs étaient bloqués, bon, ils s'étaient trompés sur une demi, ils avaient oublié de la bloquer, mais généralement ça marche comme ça. Donc vraiment, faut vraiment regarder la chaîne YouTube de la CONCACAF pour aller pour voir des matchs gratuitement et des matchs de cette zone. Et comme je le disais, si vous avez envie de commencer à vous intéresser à des zones, si vous êtes entré, il y a plein de portes d'entrée, hein, pour découvrir des footballs. Je le dis à chaque fois. Si votre porte d'entrée, ça a été Messi qui arrive en MLS, ou l'arrivée de Griezmann, ou l'arrivée de Lewandowski, ou l'arrivée de Thomas Müller, ou voilà, vous voyez un petit peu tout cela, ou vous avez envie de voir parce que la Coupe du Monde, elle s'est jouée aux États-Unis, vous avez vu que les stades étaient pleins, que vous avez vu que l'équipe américaine était plutôt pas mal, et bien tranquillement, vous allez là-dessus, vous regardez ces compétitions-là. Vous avez d'un côté Apple TV, ça c'est payant, mais parfois vous l'avez dans votre abonnement avec Canal. Et vous avez aussi la possibilité avec YouTube. Et vous allez découvrir donc d'une part les clubs de l'élite, mais aussi les autres clubs, ceux qui autrefois étaient les clubs de l'élite, notamment comme les clubs costaricains. Et comme ça, vous aurez un panorama complet. Et puis vous verrez aussi des joueurs que vous allez croiser après avec les sélections. Donc voilà, c'est un bon moyen. C'est donc sur le YouTube de la CONCACAF et il y a des matchs cette semaine et vous avez les directs qui sont en attente et etc., etc. Concernant tout ce qui est voir les footballs de Hello, je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais vous préparer une vidéo dans laquelle je vais essayer de recenser tous les moyens, enfin en tout cas les moyens qu'on utilise nous pour suivre les matchs de la planète Lucarne Opposée. Et vous verrez que dans ces moyens-là, c'est une vidéo que je fais assez fréquemment. Et ben, vous verrez qu'il y a pas mal de matchs que vous pouvez voir gratuitement sur la planète Hello. Avant de passer à la suite, avant d'aller au sud, donc vous avez vu, on est descendu, hein, on a fait Amérique du Nord, centrale, on est descendu aux Caraïbes, on va forcément aller un petit peu au sud. Je réponds au message de Sora Latrick dans le chat. Comment on fait pour lier son compte Canal sur Apple? Tu vas dans le chat là, tu écris point d'exclamation Canal et tu auras un lien vers la FAQ de Canal+ qui indique comment justement lier son compte MyCanal à un compte Apple TV. Voilà. Parce que je rappelle, si vous avez accès à Apple TV via Canal+, via votre abonnement Canal+,
Si les soirs de MLS, vous mettez sur MyCanal pour chercher vos matchs MLS, vous ne les trouverez pas. Ils ne sont pas dans MyCanal. Ils sont uniquement sur l'appli Apple TV ou sur votre navigateur web tv.apple.com. .fr, je sais plus, et vous avez accès là, mais il faut pour cela lier votre compte Canal+ à un compte Apple TV que vous pouvez vous créer gratuitement. Voilà. Mais il faut faire cela, et là, le lien est mis dans le chat là, et je le mettrai dans la description de cette émission, puisque j'en ai parlé, pour ceux qui regardent l'émission en replay. C'est comme ça qu'on fait nous pour regarder les matchs, et ça fonctionne très bien. J'ai dit qu'on allait aller au sud, on va aller au sud, parce que c'est un peu fou ce qui se passe au sud. On va parler des 2 compètes qui se passent au sud. On va commencer par la compète favorite de Vincent, hein, la Sudamericana. Les 8e de finale aller ont eu lieu la semaine dernière. Je disais, on a certaines compétitions, on est sur les prémices, sur les qualifications pour la vraie compétition. Là, on est sur le sprint final, que ce soit en Sudamericana ou en Libertadores. Voici les résultats de ces 8e de finale aller de la Sudamericana. Ça va le faire, hein, pour le Boca de Vince, qui s'est fait peur, hein. Moi, j'ai vu le match, qui s'est fait un petit peu peur au départ, mais ça va. Franchement, ça va. Il y a quand même attention à pas tomber en danger, mais je veux pas porter la poisse. Je veux pas porter la poisse à l'équipe préférée de Vincent, mais bon. Il y a moyen quand même, j'ai du mal à imaginer Boca craquer au retour. Vous voyez qu'il manque un match, hein, c'était le match entre Independiente Santa Fe et River, à cause forcément du tremblement de terre qui a secoué la Colombie. Le match aller se déroule cette semaine, donc c'est décalé d'un cran. Il sera joué cette semaine, oui, le 19 exactement. Et le match retour aura lieu la semaine dernière. Merci pour les flèches, exactement. Et donc voilà, quelques résultats intéressants sur cette Sudamericana. Quelques résultats intéressants. Il y en a un, forcément, il a été vu dans le chat, il y en a un qui marque beaucoup. C'est celui de Botafogo qui a pris 6-1 contre Cienciano à Cusco au Pérou. C'est la pire défaite subie par un club brésilien, à égalité avec l'Atlético Paranaense en 2022 face à The Strongest, et Flamengo qui avait pris 5-0 en 2020 face à Independiente del Valle. C'est le plus gros écart pris concrètement donc c'est le record pour un club brésilien. Ça n'a pas permis encore de faire sauter l'actuel entraîneur de Botafogo, même s'il a perdu encore ce week-end en championnat contre Vitória. Il est encore là. Botafogo se retrouve à devoir faire un miracle, puisqu'il va falloir gagner par plus de 5 buts d'écart au retour, et ce n'est tout simplement jamais arrivé dans l'histoire des compétitions de la CONMEBOL. C'est-à-dire la Libertadores, la Sudamericana, tout ce qui a été les Merconorte, Mercosur, Supercopa Libertadores, Recopa, machin bidule, toutes les compétitions qui ont existé en CONMEBOL, en Amérique du Sud, ça n'est jamais arrivé de remonter un retard de 5 buts. Voilà, tout simplement. Salut à Ronan Bertolo qui est dans le chat. La famosa altitude, exactement. On sait que les Brésiliens, ils aiment bien se plaindre de l'altitude. Voilà, ils n'arrivent pas à la gérer, soi-disant, les clubs, hein, parce que la sélection, ça va à peu près. Et donc voilà, la Coupe du Monde de Palmeiras, ça compte, oui, exactement. Voilà, ils ont pris 6-1, ça pique très très fort, pour dire les choses. Et donc voilà, je rappelle que Cienciano, c'est pas n'importe qui, c'est le seul club péruvien à avoir gagné une compétition continentale, c'était la Sudamericana. Et on va se faire du mal, hein, mon cher M2, hein, entre Millonarios, mais voilà, c'était face à River qu'ils avaient gagné la Sudamericana. D'ailleurs, ils avaient gagné la Recopa ensuite face à Boca. Donc, ils s'étaient tapés les deux, concrètement, Cienciano, à l'époque. Donc, voilà à peu près pour le résultat qui marque le plus. Vous voyez que Sao Paulo s'est imposé, ça a ramené le match nul de Bolivar. Vous avez, on va faire cette petite parenthèse, forcément vu cette information là avec l'histoire du quart qui était
à l'origine soi-disant destiné pour l'équipe de Sao Paulo, qui a été intercepté par la police lors d'un contrôle routier. La police a trouvé plus de 86 kilos de marijuana dans le bus. Les 3 chauffeurs ont été arrêtés et ça n'a pas été ce bus-là qui a été utilisé ensuite pour l'équipe de Sao Paulo pour son déplacement, enfin pour ses déplacements en Bolivie, comme indiqué dans le tweet que vous voyez à l'image. La compagnie de bus qui s'appelle Cosmos a fourni un car de remplacement. Donc voilà, ça n'a pas perturbé la logistique de Sao Paulo. Et l'équipe ne savait même pas ce qui s'était passé après être arrivé à Santa Cruz avant d'aller jouer contre Bolivar. Voilà, c'était juste pour l'anecdote, c'est assez rigolo. Ils ont fait un match nul, un bon match nul en altitude. Pour le coup, il y a des Brésiliens qui résistent à l'altitude. Autre bon coup, celui de l'Atlético Mineiro qui est pas mal, hein, je trouve, en ce moment. Qui est sympa dans le jeu face à Red Bull Bragantino dans le duel de Brésiliens. La mauvaise surprise, elle est pour Tigre qui s'est incliné chez lui face au City uruguayen. Donc voilà, c'est ça que tu fais, Pierre Gervais, ouais, c'est ça. Exactement. Et puis sinon, 2 résultats importants parce qu'il y a 2 matchs où c'est loin d'être fait pour le coup. C'est Santos et c'est Vasco. Santos et Vasco qui s'affrontaient ce week-end en championnat. Victoire de Santos d'ailleurs, qui va plutôt mieux, je trouve, qui d'ailleurs a largement mérité son succès face à Vasco en milieu de semaine, ce week-end, pardon, on va y arriver. Je crois que Santos reste sur une défaite sur les 8 derniers matchs, quelque chose comme ça, toutes compétitions confondues. Le petit poussé Boca qui s'en sort, oui, ça devrait aller. Mais vous voyez que pour Vasco et pour Santos, c'est pas gagné. Santos joue contre Macara, qui est équipe équatorienne. Un seul but d'avance avant le match retour. Attention, danger quand même. C'est pas une marge suffisante. Et Vasco, lui, est en très très grand danger après le 0-0 à la maison face à Olympia. Vasco qui n'arrive pas à marquer, qui est dans une vraie grande difficulté, qui doit se poser la question de savoir est-ce qu'il va jouer véritablement la Sudamericana ou est-ce qu'il faudrait peut-être pas commencer à se concentrer sur le championnat parce que la relégation, elle est quand même toujours un petit peu présente autour du club. Donc il peut y avoir des Brésiliens qui sautent cette semaine. Botafogo, on imagine, on va voir si je déclenche un effet Halo, mais ça risque d'être compliqué. Et attention donc à Santos et à Vasco. Voilà, il y a un monde dans lequel il y a plusieurs Brésiliens qui sautent de cette Sudamericana. Mais bon, il y a quand même encore un petit peu de suspense. Elle est plutôt sympa cette Sudamericana et on attendra de voir ce que va faire River contre Independiente Santa Fe. Match aller cette semaine, match retour la semaine prochaine. On est en Sudamericana. Et si vous aimez le suspense, vraiment, moi j'avoue, j'ai jamais vu ça. C'est la Libertadores. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, j'ai essayé de me creuser la tête. Je suis même pas allé essayer de chercher, tu vois, année par année, ce qui pouvait se passer. Exactement, Totos, quasiment que des 1-1. C'est un truc de fou furieux ce qui se passe en Libertadores. On a eu que des matchs nuls à l'issue des matchs allés. C'est absolument dingue. Je n'ai pas souvenir, vraiment, voilà, je pense n'avoir jamais vu ça. Et on se retrouve quand même avec des gros bras qui sont sacrément en danger. Je pense par exemple à Flamengo qui a fait match nul contre Cruzeiro. C'est un bon résultat en soi, mais attention parce que Cruzeiro ça joue plutôt bien. Bon, même si Flamengo a mis un gros carton ce week-end contre Mirassol, mais voilà. Et Palmeiras, attention à Palmeiras face au Cerro Porteño. On connaît la rivalité qui s'est créé ces derniers temps entre les deux. Donc ça va être très très chaud au retour. Ça va être très très chaud au retour. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Fluminense accroché chez lui par Independiente Rivadavia. Zubeldia a sauté. Attention au retour parce que Independiente Rivadavia chez lui, c'est pénible. Mirassol est mal embarqué face à la LDU parce qu'il va falloir aller jouer maintenant à Quito. Et il y a le Central Corinthians 0-0 avec un Corinthians qu'on a vu ce week-end un petit peu plus. Moi j'ai vu ce match, hein, Central Corinthians. Central a quasiment pas d'occasion dans le match. Donc ils sont venus chercher le résultat nul. C'est les vrais résultats ou c'est une blague? Non, non, c'est les vrais résultats. Le 17e Palmeiras Cerro Porteño, ouais, c'est ça. Central Corinthians, le retour, c'est pas fait, hein, Corinthians face à Central. Central qui a fait tourner ce week-end, qui a reposé tout le monde avant de préparer le match. Et ensuite, vous avez Platense qui a été accroché par Coquimbo Unido dans le match de ceux qu'on n'attendait pas.
Et Estudiantes, qui a un peu de choc effectivement chez lui face à la Católica et qui pour le coup peut être menacé aussi au retour à Santiago. Donc en fait, c'est génial parce qu'on a un suspense totalement dingue. Vraiment, mais c'est complètement fou, c'est impronosticable, vraiment. Pour le coup, c'est totalement impronosticable. Chiquitapia a vraiment le bras aussi long. Bah oui, Rivadavia, c'est Rivadavia, c'est comment il s'appelle, David Villa, le président qui est ah, j'ai un doute. Rivadavia, c'est pas Chiquitapia directement, mais c'est pas loin. Donc voilà, l'étoile de Rivadavia correspond à quoi? Bah, probablement à sa Copa Argentina, je crois. Donc voilà. Oui, oui, non, mais en plus, ça joue bien, hein, Rivadavia, hein, je suis d'accord, hein. Oui, oui, bon, après, j'aime pas trop les regarder parce que je suis pas très fan de ce genre de club à la con, mais pour dire les choses un peu crûment. Mais oui, oui, voilà, Fluminense, il y a un monde où c'est, enfin, il y a pas un monde, Fluminense, c'est en danger, plus qu'en danger. Donc voilà, ouais, ouais, le Alfio Bertibol, exactement. Non, non, ça joue bien, Rivadavia, ils volent rien. J'ai pas dit qu'ils volaient quoi que ce soit, hein, mais voilà, Mirassol, 16e du Brasileirão en course pour un quart de Libertadores, normal. Ouais, voilà. C'est le trésorier, je crois, ouais, Hichem, c'est ça. J'avais un doute, mais j'avais pas le nom qui arrivait en tête. C'est le fameux trésorier, là. Ah, j'ai mangé son nom. Vraiment, j'ai mangé son nom. J'en avais parlé dans l'émission avec Chiquitapia. Mais oui, oui, je crois que c'est lui. Et, très proche du président de Rivadavia. Et voilà, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Bref, tout ça pour dire qu'il va y avoir un suspense de dingue. Et donc, forcément, on va en profiter là, maintenant, pour donner les rendez-vous. Parce qu'on va se les faire, ces matchs-là. C'est pas possible qu'on se les fasse pas. On n'était pas là la semaine dernière, on va être là cette semaine. Donc, demain soir, les amis, on va arriver vers 23h, 23h15. On va arriver en amont parce que le premier match est à minuit. Justement, c'est Rivadavia face au Flou. Ensuite, on a Tolima Independiente del Valle, qui est le match qui manque. Vous voyez qu'il en manque un, hein. C'est pareil, le même principe que pour Independiente Santa Fe River. Le match a été repoussé d'une semaine en raison du tremblement de terre en Colombie. Donc, il y a Tolima Independiente del Valle et Universidad Católica Estudiantes qui sont à 2h30 du matin. Donc, on va se faire les deux. Ouais, c'est Tovogino, je crois. Ouais, c'est ça, Tovigino. Ouais. Je crois que c'est lui qui est proche du président de Rivadavia. Je crois que c'est ça, Nacio. Parce que je crois qu'il vient de Mendoza, le mec. Donc voilà. De mémoire, c'est un truc comme ça. Je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu en plus. Donc on arrivera à 23h15. Ça fait longtemps avant. On aura la Sudamericana en parallèle. Mais bon, oui, je sais qu'on a Boca à minuit demain, mais on va se focaliser sur la Libertadores pour le coup. Très franchement, on regardera un petit peu ce qui se passe. On regardera les scores, hein, du côté de la Sudamericana, mais on va quand même regarder ce qui se passe. Surtout, on va suivre la Libertadores. On arrivera plutôt pour deux raisons. Première raison, parce que je vais vous laisser du temps maintenant pour les systèmes de concours de pronostics. On fera un concours de pronostics sur Rivadavia Fluminense et on fera probablement sur le match de 2h30. Je verrai sur lequel on ira. Probablement le Católica Estudiantes. Donc ça vous laissera du temps, notamment. Et l'autre truc, c'est que, chose dont j'ai parlé avec les partenariats qu'on a, vous avez vu parfois passer dans le chat, vous les voyez des fois dessous, là, sur le chat, sur l'affichage. On a un partenariat avec Cards, et j'avais dit que j'ai des packs à ouvrir, et je pense que je ferai une session d'ouverture de packs demain pour vous montrer exactement comment tout cela marche. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Donc comme je veux me prendre du temps pour faire ça, et prendre du temps ensuite pour que vous ayez le temps de pronostiquer pour le match, on arrivera vers 23h, on fera les ouvertures des packs, on regardera un petit peu ce partenariat avec Cards. Vous voyez là, si vous avez la vidéo, ça vient de s'afficher à l'instant sous le chat. Il y aura le lien dans la description aussi. Et on ouvrira des packs pour que vous compreniez un petit peu comment tout cela marche et je vous montrerai un petit peu tout cela. Donc, demain, on arrive à 23h et à minuit, on se lance sur une grosse soirée de Libertadores. Mercredi, je vous remets le menu. Mercredi, enfin, c'est pas le menu d'ailleurs, c'est les scores des matchs allés, mais comme ça, vous avez le truc en tête. On arrivera au cours du premier match. Le premier match, c'est Cerro Porteño Palmeiras qui commence à minuit, mais moi je bosse jusqu'à minuit, donc on va arriver après, vers minuit 15, je pense, au plus tard pour ce match-là. On le prendra en cours et on ira par contre juste derrière pour faire notamment le Flamengo Cruzeiro qui est à 2h30 du matin. Donc on sera là pour cela. Il y aura un mix d'ailleurs parce que dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a une session MLS qui démarre à 1h30. Donc il y aura un petit peu de mix, on suivra un petit peu tout en parallèle. Pareil, on aura les yeux partout. Il y aura aussi de la Sudamericana. On va avoir un espèce de truc. On va aller partout aux Amériques. Donc ça sera très très cool. Donc voilà. Et jeudi, on arrivera à 23h30 pour la dernière session avec notamment au menu, si je ne me trompe pas, le Corinthians contre Rosario
Central, le club préféré de Pierre Gerbeau. Voilà. J'ai même tendance à croire impossible. Alors attendez, je remonte les messages parce que si je les prends à l'envers, impossible que chaque Brésilien perde. Ça paraît compliqué à imaginer. Mais après, il y a un monde où ça arrive. Mais ça paraît compliqué. Après, de toute façon, il restera au moins un Brésilien. Puisqu'il y a Cruzeiro Flamengo. Donc si tous les autres choquent, si on reprend un petit peu, le panneau, qui peut tomber là? Fluminense, Mirassol, ça va tomber, probablement. Le Corinthians peut tomber. Est-ce que Palmeiras va tomber au Cerro Porteño? Après, il y a un monde où on se retrouve avec un seul Brésilien, hein. Mais voilà, vous sentez les 4 clubs argentins qui sortent dès les huitièmes? J'ai du mal à imaginer, Estudiantes, Platense, oui, ça peut sauter. Central, Central, je mettrais bien une piécette sur Central, bien, voilà, je viens de les éliminer. Mais non, mais après, c'est impossible franchement, c'est impossible impossible de pronostiquer quoi que ce soit. Sur ce coup-là, ça va être incroyable. Voilà un petit peu pour ce tour, hein, des, des compétitions continentales américaines, du nord jusqu'au sud. Et on n'a rien oublié. Il n'y a pas d'autres compétitions continentales qui se jouent dans cette région du monde. Voilà, on a tout fait. Concrètement, on les a toutes vues, on les a toutes passées en revue. J'espère que vous avez bien compris ce dont il est question partout, comment vous pouvez voir ça. Alors, comment vous pouvez voir la Libertadores et la Sudamericana? On va dire les choses très clairement. Vous avez Canal GOAT sur YouTube. Je mettrai le lien aussi dans la description qui diffuse des matchs brésiliens, uniquement les Brésiliens, sur YouTube. C'est gratuit quand vous êtes hors Brésil parce que c'est réservé aux expatriés. Donc, vous pouvez voir des matchs de Libertadores. Brésilienne, je peux prendre 2 secondes et aller voir ce qu'ils diffusent cette semaine. Je vais vous le dire comme ça. Eux ont les droits de la Libertadores et de la Sudamericana, je crois, il me semble aussi. Sinon, il va vous rester que les streamings un peu chelous si vous voulez voir les autres équipes. Voilà. Je pense qu'ils vont passer au moins Central. Ah, il n'y a plus des trucs à venir. Ok, je vais vous donner ce qu'ils ont passé à l'aller, par exemple. Ils ont passé Bolivar Sao Paulo en Sudamericana, Cruzeiro Flamengo, ouais, c'est pas annoncé encore. Cruzeiro Flamengo en Libertadores, Santos Macara en Sudamericana et Central Corinthians en Libertadores. Donc il y a quand même moyen de mater des matchs de Libertadores gratuitement via la chaîne Canal Gold. Je mettrai aussi le lien dans la description, comme ça tout le monde pourra voir. Et donc voilà, c'est à peu près les seuls moyens. Après le reste, ça reste que du streaming, un peu chelou parce que personne ne diffuse la Libertadores ou la Sudamericana en France. Je vous assure que si on avait les thunes, on le ferait. Mais on l'a pas. Donc je pense que ça vaut un peu ça vaut son prix, et c'est de l'argent qu'on verra jamais ça. Donc voilà, mais sinon, hein, voilà, hein, s'il y a un mécène qui nous écoute, qui veut nous soutenir, hein, un vrai mécène pour le coup dans le sens blindé, genre les repreneurs des Girondins de Bordeaux, plutôt que d'investir dans un club de R1, venez investir chez nous. On demandera moins que les 5 millions. Mais bon, bref, voilà. Tout ça pour dire, on sera ensemble et de toute façon, on en profitera sur le live. On vous dira comment voir les matchs. Et puis, il y a le Discord pour ça, pour savoir, pour avoir des plans, pour regarder les matchs. Tout cet argent pour voir un club brésilien gagner. Bah oui, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, hein. Mais après, c'est une belle compète, la Libertadores. On aime ça. Voilà pour la partie news. On en reste là sur cette traversée des compétitions continentales américaines. On va enchaîner tout simplement. On va passer au dossier. Faut payer Vince quand même. Oui, oh. Nico, c'est prévu les finales cette année chez Zach Nani? Je sais pas. Je sais pas s'il y retournera à M2. Je pense que si on lui fait la propale, il ira peut-être, ça dépendra des affiches. Mais je sais pas. Je peux pas te dire. Franchement, je sais pas. Je suis pas un proche, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas. Je sais pas s'il va y aller. Je pense par exemple qu'il y retournera pas sur la Ligue des Champions de la CONCACAF. Ça, je pense qu'il y retournera pas. Libertadores, si c'est un gros match, il peut y aller. Sudamericana, ça sera compris dans le pack, je pense, mais je sais pas. Après, on a potentiellement un Boca River en demi, hein, en Sudamericana. Si les choses voulaient bien se goupiller. Donc pourquoi pas. Donc maintenant qu'il est dans le cercle, maintenant qu'il est dans le circuit, puisqu'il passe par une agence, le pauvre, il a fait l'anus minéraux. Vas-y, ça va, j'étais en plateau, donc c'était pas le pauvre, il a kiffé.
Oh, attention, nous. Non, non, mais bon, je sais pas. Franchement, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas s'il va y aller. Je sais pas. On verra. On verra. Bref. Ah ouais, le match était horrible, ça, je suis d'accord. Mais bon, la faute à Minero, hein, pas la faute à Lanús. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. On va passer au dossier. On va remonter. On était descendu au sud, on va remonter. On va passer au Mexique. On va aller au Mexique. On va faire un petit point au Mexique sur tout ce qui s'est passé de manière générale au Mexique. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Voilà. Le cycle 2014-2018 de River va se reproduire. Ça commence cette année avec un River Boca en demi-Sudamericana. C'est vrai que le parallèle serait assez amusant. En plus, Nico avait battu le record Guinness en citant tous les clubs de Buenos Aires. Je les avais tous cités? Non, pense pas. Je pense pas. Je sais pas de quoi tu parles, Red. Il faut demander quoi? J'ai pas compris. Bon, on va passer au dossier. On va passer au Mexique. On va aller au Mexique pour ce dossier. On va faire un petit point. Pareil, c'est des choses. Il y a des choses dont on avait déjà parlé. En fait, on va faire un petit peu, c'est un petit peu l'émission du suivi pour le retour de lucarne américaine, parce qu'il se passe beaucoup de choses autour du Mexique. On avait parlé lors de 2 émissions de tout ce qui se passait autour du football local, que ça soit au niveau des clubs, au niveau un petit peu de la sélection. On va essayer de tout mettre un petit peu ensemble dans ce dossier, et on va, parce que vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui sont, je ne sais pas si on peut dire inquiétantes, je ne sais pas si c'est jouer les Cassandres de parler d'inquiétude par rapport à ces trucs-là, et il y a des choses totalement folles qui sont dans les papiers apparemment. Voilà, il y a des rumeurs qui paraissent folles mais qui ne sont peut-être pas tant que ça. Donc voilà, je le disais, on va commencer par le premier point qui est le point qui fait beaucoup, 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 beaucoup parler encore en ce moment, c'est cette fameuse guerre pour l'ascenso en Liga MX. L'ascenso, qu'est-ce que c'est? Je vous la fais courte. L'ascenso, c'est la promotion-relégation. Pour parler en français, c'est tout simplement c'est ça. Dans un lucarne américaine numéro 21, donc il y a 9 numéros de cela, parce qu'on est au numéro 30 maintenant, j'avais évoqué la grande nouvelle qui était tombée alors. Numéro 21, ça devait être novembre l'année dernière, je pense. Par là, faudra vérifier les dates. De toute façon, je mettrai le lien vers l'émission et vers le dossier, comme ça, voilà. Euh, J'avais parlé de ce grand retour de la promotion-relégation, de l'ascenso. Pour rappel, en 2020, la Liga MX avait, pendant la crise de la Covid, la Liga MX avait annoncé qu'elle allait fermer sa ligue pour les 5 prochaines saisons. Donc à partir de 2020-2021 pour 5 saisons. Donc normalement jusqu'à 2025-2026, jusqu'à cette année. L'objectif de cette fermeture, je sais que certains d'entre vous le savent, mais je remets tout ensemble, comme ça on a quelque chose de complet. L'objectif à l'époque, c'était de dire on a la crise de la Covid, on a les entrées d'argent enfin voilà, on a une vraie crise économique liée à la pandémie. L'objectif, c'est d'assurer l'avenir de la pérennité du championnat en verrouillant véritablement l'élite pour 5 saisons, le temps que tout le monde se remette en place et qu'on puisse vraiment réavancer. Voilà. Ça, c'est l'argument officiel. Mais vous savez très bien que quand on commence à mettre une mesure en profitant d'une situation de crise, on sait que cette mesure, généralement, on ne l'enlève pas. Salut à Guillaume qui vient d'arriver. Et c'est typiquement ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'appelait autrefois la Liga de Ascenso, la 2e division mexicaine, avait changé de nom. Elle était vouée à devenir une sorte de pouponnière, dirons-nous, une sorte de championnat des réserves. Pas, même si c'est pas les réserves des autres clubs, hein, mais en fait on fait jouer les plus jeunes et les joueurs qui ne sont pas encore prêts pour aller en Liga MX. Et d'ailleurs, ils avaient appelé à l'époque ce championnat la Liga de Desarrollo. Je vais la prononcer à l'espagnol et pas à la platense, parce qu'on est au Mexique. En gros, la ligue de développement, concrètement. Donc là, pour le coup, on voyait une stratégie qui était posée, on voyait la chose qui était en place. Bon, au final, cette ligue de développement n'a jamais été une ligue de développement. La Liga de Desarrollo est rapidement changé de nom. Elle a rapidement changé de nom, pour utiliser le bon verbe. Elle est devenue la Liga de Expansión, sans qu'on comprenne pourquoi il y avait un mot expansion qui arrivait, alors qu'il n'était absolument pas question d'expansion. Voilà, concrètement. Bref, en juillet 2025, donc, si je me rappelle bien sur la date à peu près, je vous parlais d'une action en justice qui avait été menée par des clubs, 10 clubs de cette fameuse Liga de Ascenso, qui s'étaient tournés vers le tribunal arbitral du sport parce qu'ils s'étaient aperçus qu'à l'horizon de la saison 2025-2026, il n'était toujours pas question de remettre en place le principe de promotion-relégation.
Ils avaient été au TAS, ils avaient entre guillemets «perdu» pour cette saison-là, si vous vous rappelez de l'émission, mais parce que la fermeture, de la ligue devait s'arrêter avec le tournoi d'ouverture 2025. Ces 10 clubs, c'était l'Atlante, l'Atlético Paz, l'Atlético Morelia Cancún, les Cimarrones de Sonora, Jaiba Brava, les Leones Negros de Guadalajara, les Mineros de Zacatecas, Oaxaca, les Venados. Et donc voilà, c'était ces 10 clubs. Et ces 10 clubs, au TAS, ils n'avaient pas forcément complètement gagné, ils n'avaient pas forcément complètement perdu, puisque le TAS avait quand même enjoint la Ligue mexicaine de remettre en place la promotion-relégation. Et la Liga MX avait publié à l'époque un communiqué impliquant qu'elle n'était pas au courant, que de toute façon, l'arrivée de la promotion-relégation, c'était prévu, c'était dans les tuyaux, c'était pour 2026-2027. Voilà. 6 clubs avaient maintenu leur appel auprès du TAS. Et en fait, donc je disais, il avait dit, le TAS avait juste dit à l'époque, bon, bah écoute, c'est pas compliqué, ils ont prévu que ça revienne en 2026-2027. Ok, mais ils vont le faire. Voilà, en gros, le TAS avait fait perdre à ce moment-là pour 2025-2026 les clubs, mais en gros avait dit, avait dit à la Liga MX, il va falloir un retour de la promotion relégation. Voilà. On s'était dit, bon, la Liga MX a quand même perdu, la promotion relégation, elle va revenir l'année prochaine, enfin cette année, donc là pour la saison 2026-2027. Ouais, eh ben pas trop en fait. Premier élément, et Red en parle un petit peu dans le chat, parce que c'est ce qu'il s'est passé. L'Atlante, qui était dans les belligérants, et qui est pour le coup un belligérant de poids. L'Atlante est un club qui pèse au Mexique, c'est un club historique du football mexicain. Comme d'autres, hein, mais pour le coup, c'est un vrai club historique du championnat mexicain, comme peuvent être les Leones Negros, comme peuvent peut-être, pardon, les Monarcas, même si c'est plus les Monarcas de Morelia, mais c'est à peu près la même chose. L'Atlas, lui, entre-temps, il a un peu lâché tout le monde. Il a réussi à saisir une occasion, parce que si vous avez suivi l'excellente série Club de Cuervos sur Netflix, vous savez qu'en Liga MX, même à l'époque où il y avait la promotion-relégation, si vous étiez relégué, vous pouviez quand même rester en Liga MX. Il fallait pour cela récupérer la licence d'un autre club. En gros, lui racheter. Si un club n'était pas foufou, vous pouvez lui racheter sa licence et prendre sa place en Liga MX. C'est lui qui sera relégué, mais pas vous. Ou parfois, il va disparaître même. Et donc, l'Atlante, ils se sont dit, attends, on a Mazatlan qui est ce que l'on appelle nous dans le chat le Morelia violet, puisque c'est l'ancien Monarcas de Morelia qui a été déplacé il y a 6 ans. 2020 donc à ce moment-là à peu près aussi, donc ils avaient fermé la franchise des Monarcas pour donner la franchise pour déménager et pour installer les Mazatlan. Bah voilà, l'Atlante s'est dit bah écoute, Mazatlan ça sert à rien, ça marche pas leur projet. Ils ont racheté la licence et l'Atlante s'est retrouvé en Liga MX. Vous voyez l'Atlante dans le championnat cette saison en Liga MX à la place de Mazatlan. L'entraîneur de l'Atlante, on en parlait, et c'est vrai que j'avais le trou de mémoire, mais l'entraîneur de l'Atlante, c'est El Pioro Herrera, tout pour détester le club, en gros. Mais en gros, bah, l'Atlante a un peu lâché tout le monde. Et pour le coup, bah, la promotion-relégation, l'Atlante, plus rien à faire, alors que c'était l'un des plus virulents. Hein. Justement, ils appuyaient sur ce côté-là. Et la question que tu poses, Red, c'est est-ce qu'il continuera son combat avec les potes de la Liga d'Expansion? Je ne pense pas, parce que là, il y a une guerre qui continue et l'Atlante n'est pas dedans. Donc voilà. Et pourquoi c'est arrivé? Donc il y a eu ce premier clou, on va dire, sur le cercueil de la promotion-relégation. Et le deuxième, j'en ai parlé lors de l'émission du 1er août, c'est que lorsque la Liga MX a publié son tournoi, son règlement, pardon, je vais y arriver, son règlement du tournoi qui vient de démarrer, il y a un article, l'article 35, dans lequel il est écrit « À la suite d'une décision prise par le comité exécutif de la Fédération mexicaine de football, à compter de la saison 2026-2027, celle-ci donc, les clubs de Liga MX ne seront pas relégués en Expansion MX et les clubs de l'Expansion MX ne seront pas promus en Liga MX. Donc, ce que leur avait enjoint de faire le TAS, la Liga MX a dit rien à faire. Vous vous rappelez dans l'émission qu'entre-temps, elle a mis en place une nouvelle structure privée pour organiser sa compétition, pour générer des profits, machin et tout. Elle reste une ligue fermée. Et donc là, les choses, bah pour le coup, les choses, elles se sont véritablement envenimées. Vous vous souvenez peut-être, je vais remettre la vidéo pour ceux qui l'ont, de ce qu'il s'était passé dans les premiers matchs qui ont suivi en Liga des Expansion, notamment
au niveau de plusieurs clubs. Je vais vous mettre ça, je vais vous l'afficher dans un instant, pour ceux qui ont la vidéo. Hop, ici, voilà, on va placer comme ça. Vous vous souvenez, probablement, il faut que je ferme ça et il faut que je fasse ça, voilà. Probablement de ce qu'il s'était passé, lors des premiers matchs de la Liga de Expansion, des vagues de protestations aux quatre coins des pelouses, protestations qui s'étaient manifestées, notamment qui s'étaient manifestées avec des joueurs qui refusent de donner les coups d'envoi des rencontres. Vous le voyez, ils s'arrêtent et ils jouent en marchant, véritablement pour le coup, en guise de protestation. Et donc, toute cette vague de protestation-là, elle s'est poursuivie et elle est allée un petit peu plus loin. Parce qu'au départ, les clubs qui ont protesté, on en avait parlé à ce moment-là, les clubs qui ont protesté à ce moment-là, hein, je vais rester sur cet écran-là, avaient été sanctionnés par la Ligue. Tout simplement, ils avaient pris des amendes économiques. J'ai plus le chiffre en tête, je vous renvoie vers l'émission du 1er août. Ils avaient pris des amendes, ils avaient pris ouais, voilà, des amendes, tout simplement. Et donc, ils ont fait appel, ces clubs-là qui ont été sanctionnés, et notamment parmi eux, un club qui est les Leones Negros de Guadalajara, de l'université de Guadalajara. Cet appel, vous le voyez si vous avez les images sur ce communiqué publié par le compte officiel des Leones il y a quelques jours, ils ont gagné leur appel auprès du comité, auprès du comité d'appel, justement, il s'appelle comme cela. Ils avaient été sanctionnés donc au motif, parce que c'est ça qui est important, au motif qu'ils avaient, j'ai perdu le mot, qu'ils avaient contrevenu au bon déroulement de la rencontre. Voilà, c'était ça. Le comité d'appel a jugé que non, c'était pas le cas, et donc ils ont été blanchis. Pas d'amende pour ces clubs-là, et ils ont décidé d'aller plus loin. C'est ce qui est écrit dans la deuxième partie de ce communiqué de presse que les Leones Negros ont donné. Ils sont plusieurs, hein, vous le voyez. Il y a eux, il y a l'Atlético La Paz encore, il y a l'Atlético Morelia, qui est l'ancien Monarcas, il y a Zacatecas, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils ont été rejoints par d'autres clubs, comme Cancun, par exemple, pour attaquer, réattaquer, redéposer une plainte auprès du TAS, auprès du tribunal arbitral du sport, contre la décision de la fédération d'éliminer le système de promotion-relégation, comme vous le voyez en bas. Et donc, sachant que donc, il s'attaque à un système sur lequel le TAS avait dit ok, très bien, mais vous allez le remettre l'année prochaine. Donc voilà, c'est en cours, comme ils le disent à la fin. On va voir ce qui va se passer derrière. On va voir si le TAS met un coup de pression supplémentaire ou un véritable coup de pression à la Fédé. C'est un des premiers coups de pression. La bataille reprend. Pour dire les choses très clairement, voilà, c'est à nouveau, c'est à nouveau la guerre. Ça recommence, ça continue. Ça s'était un peu calmé parce qu'il y avait la promesse du retour en 2026-2027, et voilà. Et il y a eu une interview du président des Leones Negros qui a été dans un, je sais plus quel média, qui est très intéressante, où il explique le problème, c'est que ça pose eux des problèmes économiques. Alors du côté des Leones, c'est un club quand même assez populaire et qui a des partenaires assez forts. Donc il dit que lui, il s'en sort grâce à cela. Les sponsors, pour l'instant, ne lâchent pas. C'est très compliqué d'expliquer aux joueurs qu'ils jouent pour rien. Concrètement, alors que voilà, ils ne pourront pas monter, ils ne pourront rien espérer. Donc les mecs jouent pour rien, concrètement. Ils continuent de protester à chaque match. Ils posent en photo systématiquement avec des banderoles, en voilà une par exemple. Nous rugissons pour la promotion. Voilà, ils ont des actes. Il y a des actes en tribune avec les supporters qui mettent des maillots, des banderoles, des panneaux pour l'Ascenso. C'est la guerre. Voilà, c'est très clairement la guerre, on va pas se mentir. Et donc, c'est la bataille. Et ça, c'est la première pierre de la bataille qui touche la Liga MX et indirectement la fédération mexicaine de football, d'ailleurs. Enfin, directement aussi. La deuxième pierre, forcément, elle va concerner notre ami à tous. Elle va concerner notre ami Gianni Infantino, le premier gerbeau, exactement. Notre ami Gianni Infantino. Là aussi, on va faire un bref petit rappel pour rappeler tout ce qui s'est passé un petit peu ces derniers temps et surtout avec le prisme mexicain. Vous vous souvenez, parce que ça a fait beaucoup parler de cette affaire de la FIFA qui avait voulu porter
comme écrit, hein, entend porter le financement du développement du football à plus de 10 milliards de dollars, blablabla. En gros, il voulait privatiser une partie de ces compétitions. C'était le fameux FIFA Forward Enterprise. Voilà, c'était le fameux projet de Gianni Infantino de vendre une partie de la Coupe du Monde à des fonds privés. Il y a eu un tollé général. Gianni a même été obligé de republier un article derrière pour expliquer, hein, que c'était une occasion en or d'accélérer le développement du football, hein, parce que le football est au centre de tout, bien évidemment. Et vous vous en souvenez aussi qu'il y avait eu plusieurs prises de position très très claires de certaines confédérations, notamment dans celle qui nous concerne du côté de la CONCACAF, puisqu'il y avait été clairement, il s'était clairement opposé la CONCACAF là-dessus. La CONCACAF a d'ailleurs depuis publié une lettre ouverte en direction de Gianni Infantino, conjointe avec l'Asie, l'AFC et l'UEFA. C'est-à-dire que il a eu un effet boomerang, son projet a été retoqué, et là tout le monde s'attaque à Gianni Infantino pour qu'il dégage, hein, concrètement, pour dire les choses un petit peu plus directement, un petit peu plus crûment. Euh, Depuis donc c'est la chasse à la destitution, ce projet est mort, ça a été annoncé. Et il y a eu donc la position de la fédération mexicaine dans toute cette histoire. Parce que je l'ai dit, la CONCACAF, elle, s'est opposée à ce projet. Mais la fédération mexicaine, elle l'a joué un petit peu toute seule. C'est-à-dire qu'elle avait publié un premier communiqué dans lequel elle disait que elle allait quand même regarder un petit peu, hein, en détail le truc. Hein, voilà, il s'y opposait pas. Il sortait un petit peu de tout cela. C'est une fédération importante, hein, en CONCACAF, hein, la fédération mexicaine. Voilà, vous voyez le poids des clubs mexicains, le poids historique du Mexique dans la CONCACAF. Voilà, en Europe, c'est comme si l'Angleterre décidait de s'en aller, vous voyez, aujourd'hui. Donc voilà, enfin, décider de s'en aller, décider de la jouer tout seul dans son coin. Normalement, ça fait suivre. Personne n'a suivi. US Soccer avait dit non, enfin, plein s'y sont opposés. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, donc après, quand ça a été mis fin, hein, voilà, le projet a été mis fin. Donc voilà. Ce qui est assez amusant dans ce communiqué de fin, non, c'est pas par hasard, Red, c'est parce que le poids est comme cela, le poids du Mexique, ou ça pourrait être l'Espagne. Je sais pas si l'Espagne aura un poids aussi important, parce qu'il y a un poids économique aussi quand même. Bref, ce qui est très drôle dans le communiqué qui fait suite à l'annonce de la fin du projet de Gianni Infantino, c'est la phrase de conclusion. euh, on se réjouit, nous célébrons le fait que l'unité de toutes les confédérations et fédérations ait été priorisée au bénéfice du football. C'est très important, le au bénéfice du football, vous allez voir où on va en venir, parce que derrière, évidemment, le Mexique s'est retrouvé un petit peu isolé dans sa zone, parce que je le disais, derrière, il y a la chasse à Gianni Infantino qui est allé là-dessus. Je pense très honnêtement, pour finir la parenthèse dans le chat, Red, je pense que si les Pays-Bas essayent de boycotter une compétition européenne, ça va pas changer le monde, hein, par rapport à une Angleterre. Voilà. Je pense pas que les Pays-Bas aient un poids économique comparable à l'Angleterre. Je pense que le poids économique du Mexique dans la zone CONCACAF est similaire. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même. Mais l'écart de poids économique entre le Mexique et le reste de la CONCACAF est pas loin et plus comparable avec l'Angleterre par rapport aux autres. C'est pour ça que j'ai dit l'Angleterre. C'est pas pour troller. Bref, c'est la chasse à Gianni Infantino. Tout le monde veut qu'il saute. On n'a pas véritablement de candidats qui sont sortis du bois. Mais le Mexique, lui, se distingue encore et toujours. Voilà. Ils ont soutenu. Ils ont annoncé leur soutien. Voilà. Et ils expliquent dedans que la fédération mexicaine est convaincue que le football est la valeur la plus fondamentale et que que sa meilleure défense est d'en laisser la paix, en gros, entre guillemets, de laisser les institutions en paix et de respecter la gouvernance et les processus qui maintiennent cette gouvernance-là. Pour cela, la fédération mexicaine ne soutiendra aucun projet qui se met en place à la marge de cette institution. Et donc, en gros, concrètement,
comment dirais-je, et soutient et se range derrière l'appel du 5 août émis par le président Infantino pour collectivement continuer le développement du football au bénéfice des 211 associations membres. La fédération mexicaine soutient le leadership, la direction du président Infantino pour continuer à impulser le développement du football à travers j'ai pas le mot en français, le renforcement, la force institutionnelle, ou je sais pas le mot totalement exactement. Donc en gros, le Mexique se range derrière Gianni Infantino. La loi du silence ou du communiqué pour sauver Don Gianni. En fait, pour le coup, c'est pas la loi du silence, c'est-à-dire que là, pour le coup, ils prennent une position très très claire, la fédération mexicaine. C'est vos histoires de vous faire tomber Gianni, de vouloir provoquer des élections anticipées ou d'appeler à une destitution, on n'y participera pas. Et pour nous, c'est la fin du truc. On soutient Gianni Infantino pour continuer sa mission, en fait, concrètement. Donc, ils ont véritablement soutenu Gianni Infantino. Et donc, voilà. Et ça montre quand même s'il y a une force des confédérations, on a dit AFC, UEFA, CONCACAF. Au sein de la CONCACAF, c'est pas l'union. Alors, il y a une zone où c'est l'union dans l'autre sens. Et vous imaginez où je veux en venir. Et vous allez voir pourquoi je veux en venir là. Il y a une zone tout en bas, tout au sud. On va rester sur les Amériques. Donc voilà, c'est pour dire que ça préfère dire que l'institution est plus forte que le reste. Oui, sauf que Respalda, Gianni Infantino, c'est pas pour parler de l'institution, mon ami. Hein. C'est pour parler de Gianni Infantino. Je vais quand même être obligé de vous montrer une petite vidéo, les amis. Elle n'est pas interdite aux moins de 18, mais elle peut choquer les gens. Voilà. Elle peut choquer. Elle peut choquer. Vous êtes prêts? La voici. Et vous allez deviner qui sont les protagonistes. Et il y a forcément notre Gianni Infantino. Et il y a forcément notre ami de tous, notre ami Alejandro Dominguez qui était à droite de l'image. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes sur la version podcast. Ils sont aux côtés du maire de Barranquilla, Alejandro Char, et du président de la fédération colombienne, Ramon Jesurún, un ami de Pierre Gerbeau. Mais en gros, vous voyez qu'il y a un véritable soutien de la CONMEBOL pour Gianni Infantino. Et pourquoi est-ce que je parle du soutien de la CONMEBOL et pourquoi je mets cela à côté du Mexique? Pourquoi? Parce que nos amis mexicains qui s'étaient positionnés contre les autres fédés, selon AS, nos amis mexicains, la CONCACAF, j'en avais parlé le 1er août, avait envisagé de les sanctionner. Et de les sanctionner, c'est-à-dire de leur retirer, de leur interdire de participer à la Gold Cup, de les suspendre de compétition continentale, que ce soit la Ligue des champions de la CONCACAF pour les clubs ou la Gold Cup pour la sélection mexicaine. Vous voyez le truc? Et pendant ce temps-là, il y a AS qui nous a sorti un article d'un projet. Je vais vous l'afficher. Voilà, c'est pas ça. C'est ce projet, c'est Marca, pardon. Marca qui a sorti ça, As l'a sorti également. Comme quoi, Gianni Infantino aurait proposé au Mexique, aurait proposé de soutenir la volonté du Mexique de quitter la CONCACAF et de rejoindre à la CONMEBOL en échange de son vote. C'est-à-dire que si le Mexique décide de véritablement soutenir la CONCACAF, de Gianni Infantino, eh bien, il soutiendra le fait que le Mexique puisse quitter la CONCACAF pour aller jouer en CONMEBOL. Voilà. Alors là, vous me dites, oui, bon, c'est gentil, c'est une rumeur, c'est un peu n'importe quoi ton truc. Franchement. Surtout qu'en plus, pour le coup, il rejoindrait des amis, hein, il rejoindrait Alejandro Dominguez, Chiqui Tapia, vous voyez, des trucs, voilà. Ça ne se fera jamais. Probablement, mais on a appris, justement, et ça c'est un article de AS qui est sorti il y a quelques jours, qu'il y a une quinzaine d'années, la CONCACAF avait réussi à bloquer au dernier moment le départ du Mexique vers la CONMEBOL. Il y avait, départ qui avait reçu l'aval de la FIFA de Joseph Blatter. C'était un projet qui avait été mis en place à l'époque par Nicolas Leos et Julio Grondona, toujours les meilleurs, hein, dans les bons coups. Donc il y a une quinzaine d'années à peu près, il y avait eu le feu vert de Blatter à la FIFA pour que le Mexique rejoigne la CONMEBOL. Cette information-là viendrait, soi-disant, d'un ancien président, l'ancien président de la fédération mexicaine, et ça c'était tombé tout était réglé, et c'était tombé entre guillemets
au dernier moment parce qu'il y avait eu le veto de Jack Warner et de, comment il s'appelle l'autre qui est tombé? C'est pas grave, mais il y avait Warner, ceux qui sont tombés dans le FIFA Gate. Mais donc ça veut dire qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu un projet pour le Mexique de quitter la CONCACAF pour aller en CONMEBOL. C'est bizarre d'entendre les mêmes noms à chaque fois. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc la rumeur est un petit peu on peut pas dire que la rumeur est totalement déconnante, dans le sens où n'a aucun sens, puisqu'il y a eu un projet qui a visé en ce sens, pardon. Donc voilà. Euh, Est-ce que le Mexique peut quitter la CONCACAF comme ça paraît peu probable, hein, on est d'accord. Ça paraît peu probable. Alors oui, les clubs mexicains ont déjà joué la Libertadores et la Sudamericana. Pachuca a gagné la Sudamericana contre Colo-Colo d'Arturo Vidal. Ça, c'est un fait. Pendant très longtemps, les clubs mexicains étaient invités, jusqu'à d'ailleurs à peu près cette période 2015 ou 2016. C'est après la grippe aviaire qu'ils ont sauté. Donc ça doit être 2016, je crois, à peu près, que les Mexicains ont quitté la Libertadores et la Sudamericana. C'est 2016. Ouais, Tigres était en finale 2015 face à River. Et je crois que c'est l'année d'après ou l'année d'après qu'ils ont disparu de la compétition. Et quand il y a eu les histoires de grippe H1N1, je crois. Pas grippe aviaire. Enfin, si, c'est H1N1, c'est la grippe aviaire, je crois. Donc, à peu près à cette époque-là, donc ils ont déjà joué au sud. Le Mexique était régulièrement invité dans les compétitions dans la Copa América, hein. Moi, je me rappelle, au Chili, ils sont là en 2015. Ils étaient tout le temps invités à l'époque. C'était généralement Mexique et Costa Rica. Donc voilà. Les Mexicains en âme sud, ça sent le retour de Machin Sport. Bon, on va pas dire que c'est faisable. On va pas dire non plus que c'est totalement impossible. Il y a quand même un élément qui pourrait laisser penser que ça peut pas se faire. C'est que le Mexique a énormément à perdre à rejoindre la CONCACAF. Alors au niveau des clubs, jouer la Libertadores, ça rapporte plus que jouer la Ligue des Champions de la CONCACAF. Ça, c'est un fait. Les prix, Alejandro Dominguez nous fait des conférences de presse, hein, chaque fois au tirage au sort pour nous expliquer à quel point les prix n'ont jamais été, n'ont jamais été aussi hauts dans la zone. Euh, le fait est que, voilà. Mais là où le Mexique a tout à perdre, c'est surtout financièrement parlant et c'est surtout pour sa sélection. C'est surtout pour sa sélection parce que je rappelle que pour les Mexicains, les maletas, elles sont pas au sud, elles sont au nord. Ça peut augmenter si les Mexicains rejoignent. Pour les clubs, c'est bien. Pour la sélection, je suis pas sûr parce que le Mexique, il vaut mieux qu'il joue aux États-Unis pour la population, pour ses compatriotes, hein, qui sont pris sur place, ceux qui ont immigré aux États-Unis, qui sont bien plus présents et bien plus, voilà. Voilà. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est improbable? Improbable, non. Improbable, peut-être. Impossible, non. Tout est possible en matière de foot. Mais voilà. Sachez qu'il y a eu donc ce projet qui a existé il y a quelques années. On va voir ce que ça peut donner. Est-ce que c'est la politique du ballon d'essai, c'est-à-dire on lâche une truc dans les médias et on regarde ce qui se passe. Et il y a beaucoup à perdre aussi, parce que très honnêtement, on va dire sportivement parlant, on parle de beaucoup d'argent parce que c'est ce qui compte aussi aux États-Unis, mais en qualif Coupe du Monde, si tu pars en Amérique du Sud, sachant que tu vas avoir autant le même nombre de places, t'es pas assuré de finir devant Argentine, Brésil, Uruguay, c'est compliqué quand même, hein. Donc, sachant que des fois c'est compliqué à l'échelle de la CONCACAF, à l'échelle de la CONMEBOL, ça peut piquer un petit peu. À voir, on va pas s'enflammer, on va voir si ça avance, on en parlera à ce moment-là plus en détail. Sachez que cette rumeur existe, sachez que cette possibilité existe, et donc voilà, le truc chiant c'est la durée des déplacements. Oui, ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tout cela, c'est le contexte. Vous voyez qu'il y a un contexte pesant sur le football mexicain. Et le contexte est encore plus pesant aussi du football, autour de la Liga MX. Il y a un excellent papier de El Mister qui s'appelle, je ne sais plus comment s'appelle le papier, mais voilà, le site s'appelle El Mister. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais grosso modo, il fait un peu une étude sur ce qu'ils nous vendent de la Liga MX. Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'elle est toujours dans les meilleurs, dans les machins, dans les trucs?
Voilà. Il a fait une étude et il s'est aperçu, notamment au niveau de l'affluence moyenne de la Liga MX, c'est le document enfin c'est le graphe que vous voilà, mais je mettrai le lien et vous verrez tranquillement, vous pourrez lire si vous lisez l'espagnol, voilà. Il s'est aperçu que bah voilà, les affluences moyennes n'ont jamais retrouvé le niveau d'il y a 10 ans. Concrètement, il y a 5 000 spectateurs de moins dans les stades en moyenne qu'il y a 10 ans en Ligue mexicaine. Ils sont 22 415 en 25-26. Ils étaient 27 611 en 2016-2017. Il y a le trou de la Covid forcément, mais on n'est jamais revenu. Bon, ça parle. Je ne suis pas très fan de ces chiffres sur la moyenne de présents au stade parce que ça dépend aussi de la taille des stades. Et donc, il n'est pas très fan aussi de cet indicateur-là. Et donc, il a regardé le taux de remplissage. Et en fait, le taux de remplissage des stades au Mexique est de 62,4%. C'est le 17e rang mondial. C'est derrière la Jupiler Pro League ou derrière la G1, par exemple. Je ne sais pas si ce chiffre est en progression ou en diminution parce qu'il n'a pas fait cette étude-là sur 10 ans. Il faudra le faire. Ça peut être intéressant. Je pense que j'ai moyen de trouver les chiffres parce qu'à l'époque, je le faisais. Donc, j'irai voir si c'est en progression ou en diminution. Donc il faut faire attention à ça. Je ne suis pas en train de dire que tout se casse la figure au Mexique. Loin de là, je vous ai dit à quel point ce championnat a été incroyable. Moi, j'adore ce championnat-là. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment où cette étude sort, les premières journées du tournoi, on bénéficie de l'effet Coupe du Monde, parce qu'il y a eu un vrai effet Coupe du Monde au Mexique. Hein. La sélection a vraiment emmené tout le monde. Ouais, il faudrait regarder en Liguilla aussi, je suis d'accord avec toi, Red. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, si vous voulez vous lancer dans le football mexicain, regardez la Liguilla avant de regarder la saison régulière. Lancez-vous sur la fin et comme ça, vous aurez le meilleur. Je l'ai dit, hein, donc voilà, pour le coup, c'est aussi valable pour les gens. Mais il n'a pas fait l'étude non plus sur 10 ans sur le taux de remplissage, tu vois. Donc, bon, bref. Indépendamment de cela, on ne dit pas que tout se casse la gueule. Clairement pas, et je le dirai pas. Et je le disais, les 2 premières journées du tournoi ont généré la meilleure affluence globale de l'histoire des tournois courts. Et la première journée a été celle qui a vu le plus de monde dans les stades depuis 9 ans. Donc vous voyez que ça va. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même un équilibre précaire. Il faut faire très attention parce que si on met tout bout à bout, le danger de la promotion-relégation qui a été sautée avec la potentielle désamour que ça peut créer et l'instabilité au niveau de certains clubs que ça peut créer, la fédération qui se met dans une situation un petit peu compliquée avec Gianni Infantino, la fameuse rumeur de départ sur la CONMEBOL avec tout ce que cela peut entraîner derrière, parce qu'on parle des déplacements pour les clubs et les machins, mais les déplacements pour les supporters, un supporter de Tijuana, il préfère aller jouer la Conca Champions à San Diego, hein, plutôt que d'aller jouer la Libertadores à la Buenos Aires. Hein. Donc voilà, ouais, je sais pas, Vince, pour le prix des billets, faudrait voir tout cela. Voilà, c'était juste un indicateur pour dire attention quand même. C'est juste pour dire, je suis pas en train de jouer les Cassandres, en train de dire ah là là, le Mexique, ça va se casser la figure, c'est la fin du monde, c'est la mort. Non, il faut faire très attention. Il faut faire attention à cet équilibre. Il faut faire attention à cet équilibre et à la compétitivité, le suspense et toute cette notion-là qui compte, qui est importante. Surtout au moment où ce débat a envahi le voisin du Nord, j'ai déjà parlé de la future lutte qui va se préparer entre la MLS et l'USL. L'USL qui va être au même niveau que la MLS dans la pyramide du football. Donc les clubs d'USL, qui s'appellera l'USL Premier, le championnat, seront qualifiés pour la Ligue des champions de la CONCACAF, participent à une division où il y a promotion-relégation, ont des audiences sur la télévision, sur les canaux linéaires, comme on dit, comparables à la MLS aujourd'hui. Peut-être que ça peut aller encore plus haut avec de la promotion-relégation. Attention à ce que le Mexique ne perde pas sa puissance économique. La MLS est de plus en plus puissante. Donc voilà, attention quand même à tout cela. Il y a eu un effet Coupe du Monde, je le disais. La sélection, elle a vraiment emporté son peuple et bien au-delà. Aux instances maintenant de ne pas se tromper parce que, bah, comme on le dit si bien, hein, le football est des todos et il faudra surtout pas, pour les instances, il faudra surtout pas l'oublier. Voilà, on arrive au bout les amis, on arrive au bout de cette émission, on a réussi à peu près à tenir le temps imparti pour que ça soit entre guillemets audible en podcast, pas trop long pour le format podcast et pour la rediff sur YouTube. Merci à vous tous d'avoir été ceux qui sont venus dans le chat. Si vous écoutez cette émission en replay, bah, n'hésitez pas à venir participer sur le chat, venez poser vos questions, venez participer avec tout le monde. C'est toujours très cool. Donc voilà. C'est le lundi, maintenant ça va être plus vers 22h30.
21h30 que 22h, mais voilà, c'est l'idée. Vous avez compris l'histoire et de toute façon, allez sur le Discord, suivez sur les réseaux sociaux pour en savoir un petit peu plus, pour savoir quand on fait des émissions et quand on fait des lives. Quand on fait des lives, demain, 23h, c'est le prochain rendez-vous pour préparer une grosse soirée de Libertadores qui va être miam miam. On va se régaler et on parlera de nos partenaires et de plein d'autres choses si vous voulez vous faire plaisir en nous soutenant aussi. Je vous laisse ici. Bonne semaine de foot. Si on se recroise pas d'ici là, mais on se recroisera forcément sur les lives parce que vous avez compris, il y en a quasiment un par soir là. Mercredi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. La bise. Bonne nuit. Non, bonne nuit, il est un peu tôt pour bonne nuit. Hein. Sur du lucarne opposé, minuit 19, c'est pas possible. Bon match, on va dire ça comme ça. Bon match et à la semaine prochaine pour lucarne américaine. Et à demain pour le prochain live. La prochaine Watch Party Copa Libertadores et un petit peu de Sudamericana. N'oubliez pas la 8 Watch Sampaoli, exactement, attaché res. La bise à tous, salut.